Plus de 60 marchés et autres lieux de commerce ravagés par les flammes de 1987 à 2017. Qu'est-ce qui provoque ces incendies et surtout, pourquoi est-il si difficile de sauver ces sites en cas de départ de flammes? Ce soir, la rédaction mène sa petite enquête. Facebook utilisé pour extraire des données personnelles, 87 millions d'utilisateurs concernés, des données qui auraient servi à l'équipe de campagne de Donald Trump. Chronologie des faits dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir donc on s'intéresse aux marchés qui brûlent, 69 marchés et autres lieux de commerce ravagés par des flammes depuis 1987 en Côte d'Ivoire. Avec les marchés qui brûlent, ce sont des années de labeur des commerçants qui partent aussi en fumée. Pourquoi les marchés brûlent-ils et surtout pourquoi est-il si difficile de sauver ces sites de commerce en cas de départ de feu? La rédaction en quête de réponse dans ce dossier signé Dangui Dangui. Marché de Belleville, commune de Trècheville, Abidjan, seuls des couloirs étroits permettent d'accéder à l'intérieur de ce grand marché, une fois déjà parti en fumée. Appareils électroménagers allumés à longueur de journée, branchement anarchique d'électricité. Les ingrédients pour un coup-circuit sont réunis. Et pire, selon des observateurs, les sapeurs-pompiers auront du fil à retordre. En effet, en cas d'incendie, l'encombrement des voies d'accès au centre de l'édifice pose problème. Avant le marché, il y avait d'espace. On a remarqué tout le petit espace qu'on a vu, les gens viennent construire, jusqu'à autour du marché, tout s'est rempli de magasins. Donc il n'y a pas même place. Peut-être c'est ça qui empêche même des clients de venir. Mais si on n'occupe pas le couloir, maintenant où on va rester? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour prendre un magasin. Tu peux rentrer dans le marché là, où les gens qui peuvent placer bonnes choses pour vendre, ils ne gagnent pas place. Ici, c'est des places, mais regarde comment on a placé bagaille. Si quelqu'un va faire sortir bagaille, c'est difficile. Pour avoir été déjà victime une fois, ces commerçants savent qu'avec un marché qui brûle, c'est une bonne partie de leur vie qui part en fumée. Ça fait 2 fois que mes affaires brûlent. Quelque chose que tu as travaillé plus de 20 ans ou 30 ans, un jour ça va partir en feu comme ça, c'est difficile. Mais à un moment au grand marché là, c'était occupé comme ça là. Les super-pompiers, ils n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pas pu trouver de l'eau. Même décor, même ambiance. Ici au marché de Port-Baudeux, dans la commune de Yopougon, il faut se faufiler entre les étalages de marchandises pour accéder à l'intérieur. Une réalité bien connue des autorités municipales. Lorsqu'un marché est bien construit, c'est-à-dire avec les allées, les couloirs, ces couloirs-là sont progressivement rétrécis avec d'autres tables. Quand vous rentrez dans nos marchés aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? C'est pratiquement tout est noir. Il n'y a que l'électricité qui éclaire en pleine journée. Ce n'est pas normal. Les espaces qu'on réserve pour ces couloirs-là sont pratiquement obstrués par des petits vendeurs. Où la lumière devait être, on a obstrué tous ces espaces-là. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Je ne peux pas travailler dans le noir dans ma boutique. Il me faut avoir de l'électricité. Et donc, quand il y a un coup-circuit, c'est parti. Conscients des conditions d'insécurité dans lesquelles ils exercent leur activité, de nombreux commerçants plaident pour une réaction vigoureuse des autorités. Le pauvre dame, on va avoir un peu d'argent pour faire commerce. Le marché va brûler là. Tout son argent. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour rembourser? Non. Donc, le gouvernement doit regarder ça. Dans les fils de courant là, on n'a qu'à regarder ça fort. On n'a qu'à sécuriser trop le fil de courant là. Parce que tout le temps, quand le feu là vient là, c'est sur le courant, on dit c'est sur le courant. Donc on n'a qu'à occuper de ça là. Généralement en charge de la gestion de la plupart des marchés, les mairies se gardent de montrer leurs muscles face à ce désordre. Elles jouent plutôt la carte de la sensibilisation, une approche qui montre ses limites. Voyez-vous, c'est un cadre de travail pour les commerçants. Mais si l'État encore doit aller faire le gendarme derrière chaque commerçant, c'est difficile. L'État peut donner des conseils. Donc il faut que chacun de nous joue sa partition. Nous recommandons aux commerçants eux-mêmes de s'organiser, de faire en sorte qu'il y ait une libre circulation à l'intérieur des marchés. Selon la FENACI, Fédération nationale des commerçants et acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, de 1986 à 2017, ce sont 69 marchés et autres lieux de commerce qui ont été ravagés par les flammes, avec à la clé
des centaines de milliards de francs CFA. En bref, contrairement à des rumeurs qui circulaient, il n'y aura pas de rupture d'eau potable sur toute l'étendue du territoire. Un démenti a été apporté par la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la SODECI, qui rappelle que pareille situation ne peut se produire, les sites de production étant autonomes par localité et les réseaux de distribution d'eau n'étant pas interconnectés. L'art célébré sous toutes ses formes d'expression, ce 15 avril marque la Journée mondiale de l'art. La première édition fut organisée en 2012. Notons que la date choisie par l'Institut international de l'art et l'UNESCO correspond à la date anniversaire de naissance de Léonard de Vinci, l'un des plus grands artistes de la Renaissance italienne. L'homme était peintre, sculpteur, ingénieur, architecte, etc. Tombouctou, 7 soldats français blessés dans l'attaque qui a visé samedi les camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane. Une quinzaine d'assaillants ont été tués. C'est la première fois qu'une attaque d'une telle envergure a lieu contre les forces françaises au Mali. Au Mozambique, le secteur ferroviaire a le vent en poupe, un dynamisme porté par les groupes privés qui développent de nouvelles lignes. Néanmoins, les marchandises sont prioritaires et non les passagers. 3 heures du matin en gare de Nampula, dans le nord du Mozambique. Il n'y aura pas de place pour tout le monde à bord de ce train en direction de Kwamba, à 350 km plus à l'ouest. Et pour ceux qui en trouvent une, ce sera plus de 12 heures de voyage dans des wagons blindés. C'est plus possible, il n'y a pas assez de wagons et on est trop nombreux. Le train est toujours plein, il n'y a pas assez de place. Le Mozambique s'est lancé dans de grands travaux pour rénover et agrandir son réseau ferroviaire. Mais le gouvernement de Maputo est endetté jusqu'au cou. Il n'a pas le choix. Il doit confier à des entreprises privées des concessions pour développer les lignes. La société qui exploite ce train est détenue par des groupes miniers brésiliens et japonais. En 2017, elle a bouclé la rénovation de la ligne pour un coût de 4 milliards d'euros. Longue de 912 km, elle relie désormais les mines de charbon de Moatize à l'ouest au port de Nacala à l'est. Et les affaires sont bonnes. Nous avons eu une évolution très positive de 2016 à 2017. Au niveau des marchandises, on a eu une augmentation de 65%. Nous transportons 400 000 tonnes par an. Et au niveau du trafic passager, nous avons la plus grande augmentation de 275%. Mais le nombre de places, lui, n'a pas augmenté. Car la priorité des groupes privés, c'est le transport de marchandises beaucoup plus rentable. Un modèle qui pose problème pour certains analystes. Aujourd'hui, la ligne de Nacala n'existe qu'à cause du charbon. Mais une fois que la mine sera fermée, qu'est-ce qui va justifier la poursuite des opérations ? Pour lui, ce mode de développement rappelle celui de la colonisation, lorsque les lignes de chemin de fer ne servaient qu'à l'exportation des ressources hors du Mozambique. Le géant des réseaux sociaux au cœur d'un scandale, Facebook utilisé pour extraire des données personnelles, 87 millions d'utilisateurs concernés, des données qui auraient servi à l'équipe de campagne de Donald Trump. Chronologie des faits avec Pargassoro Koné. Quels sont les faits? L'alerte est lancée 17 mars dernier via le Guardian et le New York Times. Cambridge Analytica a récolté et utilisé illégalement des données sur Facebook lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. 87 millions d'utilisateurs de Facebook, dont 2,7 millions d'Européens potentiellement touchés. L'entreprise anglo-américaine, cofondée en 2013 par Robert Mercer, un milliardaire américain pro-Trump, a récupéré les données via un questionnaire psychologique, des données utilisées pour effectuer des simulations de participation à l'élection et pour déterminer les régions où les déplacements de Trump seraient les plus efficaces. Du micro-targeting électoral, une méthode pour pousser les électeurs à adhérer à des causes ou à choisir des candidats. L'affaire est révélée par Christopher Willy, un jeune data analyst de 29 ans qui entre fin 2013 à fin 2014 a travaillé pour la firme avant de se mettre à son propre compte. Quand et comment tout a commencé?
2013, la firme britannique stratégique Communication Laboratories, maison mère de Cambridge Analytica, procède à la collecte de données destinées à une étude académique. L'entreprise s'adjoint les services d'Alexandre Kogan, le chercheur russe de l'université de Cambridge au Royaume-Uni, construit une application Facebook appelée This is Your Digital Life. L'utilisateur connecté à la plateforme et inscrit sur les listes électorales américaines doit télécharger l'application et remplir un questionnaire de personnalité, ce que feront 270 000 utilisateurs dûment rémunérés. Les données des profils Facebook de leurs amis sont aussi récupérées, piratées à leur insu. Au total, 87 millions d'utilisateurs sont touchés. À l'époque, les applications autorisées par une personne avaient accès aux données de ses amis. Cette option est supprimée par Facebook en 2014. Quel process a suivi le micro-targeting électoral de Cambridge Analytica? Le micro-targeting en politique n'est pas illégal. Il ne s'agit pas de piratage. La pratique est courante. Toutefois, quand ces données sont récoltées à l'insu des profils, c'est une autre paire de manches. Le micro-targeting électoral consiste à identifier et à prédire les réactions psychologiques et comportementales d'individus en leur balançant, surtout via Internet, des messages souvent publicitaires. Grâce à ce mécanisme, des statuts et des messages privés partagés via Facebook sont récupérés pour déduire du bord politique d'un individu, ses centres d'intérêt et même son caractère. Une fois les individus identifiés et segmentés, des photos, des vidéos, des blogs ou même des sites web adaptés sont créés pour faire vaciller les certitudes et colmater les doutes. Global Science Research revend les données récoltées qui devaient servir à la recherche à l'entreprise stratégique Communication Laboratory Group. Facebook, qui les découvre, bannit l'application. Mark Zuckerberg exige que Global Science Research, SCL et Cambridge Analytica suppriment leurs données. Mais, trop tard, le scandale est su. Des réformes nécessaires. Depuis les premières révélations, les appels à supprimer Facebook fleurissent sur les réseaux sociaux. Facebook dévisse à 6,8%, le titre dégringole en bourse. Alexander Nix, patron de la société Cambridge Analytica, est suspendu. 3 enquêtes sont lancées aux États-Unis. Sommé de s'expliquer devant le Sénat sur les affaires d'atteinte à la vie privée de ses utilisateurs, mais aussi de manipulation politique et d'ingérence étrangère dans la présidentielle américaine, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, 33 ans, est questionné mardi 10 avril pendant plus de 3 heures. Il reconnaît une énorme erreur et présente officiellement ses excuses. Il promet aux utilisateurs le contrôle de leur vie privée et une série de mesures contre les abus. Nettoyage en profondeur de toutes les applications qui utilisent Facebook après un audit complet. Restriction de l'accès aux données des développeurs, nom, la photo de profil et l'adresse email fournie pour toute inscription à une application, etc. La régulation de la plateforme est un réel défi. Après plus de 10 ans d'existence, la plateforme est ancrée dans le quotidien de nombreuses personnes. Conçu en 2004 comme un simple trombinoscope pour l'université de Howard, Facebook revendique 2,7 milliards d'utilisateurs et a largement dépassé son simple statut de réseau social. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.